Madame Abla croyait tout contrôler, jusqu'à l'arrivée de Kofi, son chauffeur. Ce matin-là, dans mon grand bureau vitré donnant sur le jardin luxuriant, je feuilletais un magazine lorsque ma fidèle assistante, Amara, frappa à la porte. Madame Abla, le candidat pour le poste de chauffeur est arrivé. Il s'appelle Kofi Mensah. Il a de très bonnes références et il est ponctuel. Fais-le entrer, Amara, répondis-je sans lever les yeux. J'espère qu'il est plus sérieux que le dernier. Amara esquissa un sourire et s'éclipsa. Quelques secondes plus tard, la porte s'ouvrit doucement. Un homme entra. Il était grand, élancé, d'une trentaine d'années, vêtu d'une chemise élégante, propre. Ses yeux sombres exprimaient une force tranquille, mais aussi une fatigue ancienne. Il tenait son chapeau entre ses mains, humblement. « Bonjour, madame », dit-il d'une voix posée. « Je m'appelle Kofi. J'ai 10 ans d'expérience comme chauffeur particulier. Je connais Abidjan par cœur. »« Asseyez-vous », répondis-je en l'observant attentivement. « Pourquoi devrais-je vous embaucher ?» Kofi prit une légère inspiration. « Parce que je suis discret, ponctuel et loyal. J'ai conduit pour des familles exigeantes. On m'a souvent dit que j'étais fiable, même en pleine pluie ou sous pression. » Je hochai lentement la tête. Il y avait dans son regard quelque chose d'étrangement familier, comme une chanson oubliée. Je balayai cette impression. « Très bien, vous commencez demain. À 7 heures précises. La voiture doit être propre et prête. Mon assistante vous expliquera le reste. » Kofi se leva, inclina légèrement la tête. « Merci madame, vous ne le regretterez pas. » Dès l'aube du lendemain, la Mercedes noire étincelait devant ma villa. Kofi attendait déjà, impeccablement vêtu, les mains croisées sur le volant. Quand je sortis, dans mon ensemble beige et mes lunettes de soleil, je montai à l'arrière sans un mot. Direction le siège, Cocody. « Oui, madame. » Sur la route, un silence s'installa, rythmé par le ronronnement du moteur. Kofi conduisait avec une précision étonnante, évitant les embouteillages d'Abidjan avec une intuition qui me laissait parfois perplexe. Dans le rétroviseur, je le voyais me regarder discrètement, lui aussi. Quelque chose en lui m'attirait, sans que je comprenne pourquoi. Une sensation étrange, comme un fil invisible qui nous liait. Les semaines passèrent. Kofi devint indispensable. Toujours à l'heure, toujours poli, il semblait comprendre mes besoins avant même que je ne les exprime. Parfois, je me surprenais à lui adresser un mot de plus que nécessaire. Un après-midi, coincé dans un embouteillage monstre à Adjamé, je soupirai bruyamment. Ces routes sont infernales. Comment faites-vous pour rester si calme? J'ai appris à l'être, madame, répondit Kofi avec un léger sourire. La vie m'a enseigné que se fâcher ne change rien, autant penser à autre chose. Et à quoi pensez-vous dans ces moments-là? Demandai-je, presque curieuse. À ma famille, enfin, à celle que j'imagine. J'ai grandi sans parents, abandonné à ma naissance. Mon cœur se serra, une douleur lancinante. Je détournai le regard vers la lagune, cachant mon trouble. C'est triste, mais la vie donne parfois de secondes chances. Vous en avez une maintenant, profitez-en. Kofi acquiesça, sans remarquer mes mains tremblantes. Ce que nous ignorions, c'est qu'un autre nous observait dans l'ombre. Mon neveu, Kwame Conan, un jeune homme ambitieux et jaloux de 37 ans. Il vivait avec moi depuis la mort de ses parents et travaillait dans mon entreprise, convaincu qu'il serait un jour mon héritier. Mais depuis l'arrivée de Kofi, il se méfiait. « Tante, ce chauffeur ne me dit rien qui vaille. Il a l'air trop ordinaire pour ce poste. »« Kwame, arrête tes paranoïas, répondis-je sèchement. Kofi fait très bien son travail, mieux que toi parfois. » Kwame baissa les yeux, piqué au vif, mais son regard brillait d'une détermination glaciale. Il décida de creuser. Quelques jours plus tard, il contacta un vieil ami, Ousmane, un ancien policier reconverti en détective privé. « Je veux que tu fouilles sur ce chauffeur. Où il est né, qui il est, tout. »« Considère que c'est fait, répondit Ousmane avec un sourire. « Mais prépare-toi, parfois on trouve plus qu'on ne cherche. » Pendant ce temps, la vie de Kofi suivait son cours. Le soir, il retrouvait Adjoa, sa compagne, une jeune infirmière douce et courageuse qui l'attendait dans leur petit appartement à Yopougon. Quand il rentrait, fatigué mais heureux, elle l'accueillait toujours avec tendresse. « Alors ta patronne, la grande madame Conan ?» demanda-t-elle en riant. « Elle est stricte mais juste, répondit-il. Et aujourd'hui, elle m'a même demandé comment j'allais. Tu te rends compte? Peut-être qu'elle t'apprécie plus que tu ne crois, lança Adjoa avec un clin d'œil. Kofi rit doucement. Ou peut-être qu'elle me supporte juste parce que je conduis bien. Ils rirent ensemble, sans se douter que leur vie allait bientôt basculer. Quelques jours plus tard, Ousmane, le détective privé engagé par Kwame, arriva devant la grande villa de la Riviera, un petit carnet en main. Il avait enquêté discrètement, fouillé les registres, interrogé d'anciens contacts à la mairie et dans les orphelinats d'Abidjan. Le soir même,
il retrouva Kwam dans un bar chic de Cocody. « Alors ?» demanda Kwam en sirotant son whisky. Ousmane posa le carnet sur la table. « Ton chauffeur là, Kofi Mensah, a un passé particulier. Né en 1993, abandonné à la naissance devant la porte de l'orphelinat Saint-Martin à Trècheville. Pas de nom de mère, juste une note laissée dans une couverture. » « Une note? Quelle note? » 3 mots. « Pardonne-moi, mon fils. » Kwam fronça les sourcils, incrédule. « Et alors? Qu'est-ce que cela signifie? » Ousmane haussa les épaules. « Les dates correspondent exactement à la période où ta tante était à Abidjan après son séjour à Grand-Bassam. Et j'ai trouvé autre chose. » L'enfant portait au cou une médaille en or avec une petite croix gravée. « Une croix? » Oui, et j'ai vu ce chauffeur la porter au cou aujourd'hui. C'est la même. Kwame Blumett. Tu insinues que Kofi serait le fils que ma tante a abandonné. Ousmane resta silencieux, posant un regard grave sur lui. Je n'insinue rien, Kwam. Je te donne les faits. Kwam resta figé, la macoira charrea. Une colère sourde monta en lui. Si c'est vrai, alors tout ce que j'ai attendu m'échappe. L'entreprise, l'héritage, tout. Son regard s'assombrit. Je ne laisserai pas un chauffeur me voler ma place. Pendant ce temps, Kofi, lui, ignorait tout de ses manigances. Les jours défilaient, rythmés par mes trajets et mes rendez-vous. Une routine paisible, presque rassurante. Mais parfois, sans savoir pourquoi, je sentais un malaise étrange quand je le regardais dans le rétroviseur, comme une mémoire floue qui voulait remonter à la surface. Un soir, après m'avoir accompagné chez moi, il sentit une douleur dans sa jambe, une vieille blessure qui se réveillait. Je le remarquai en descendant de la voiture. « Vous boitez, Kofi? Que se passe-t-il? » « Oh, rien de grave, madame. Une vieille cicatrice. J'étais mécanicien avant. Un cric m'a lâché sur le pied et depuis, quand je suis fatigué, ça revient. Allez voir un médecin demain. Je payerai les frais si besoin. Je ne veux pas d'un chauffeur qui tombe en panne au milieu de la route, dis-je sèchement avant d'ajouter plus doucement. Prenez soin de vous. » Kofi resta un instant immobile, surpris par cette attention inhabituelle. « Merci madame, c'est très aimable à vous. » Le lendemain, j'eus une journée agitée. Un problème dans l'un de mes hôtels, un client important menaçant de porter plainte. J'appelai Kofi en urgence. Conduisez-moi immédiatement à l'hôtel du Plateau et appelez Amara pour qu'elle prépare les documents. Sur la route, le silence régnait. Je regardais par la fenêtre, perdu dans mes pensées. Puis, sans m'en rendre compte, je parlais à haute voix. Parfois, je me demande si tout ce succès valait le prix. Kofi jeta un coup d'œil discret. « Quel prix, madame ?» J'hésitai puis répondis d'une voix plus douce. Les sacrifices, les erreurs qu'on ne peut plus effacer. Je crois qu'on peut toujours réparer, madame. Peut-être pas tout, mais une partie, dit-il calmement. Ces mots me touchèrent. Je ne répondis pas, mais mon regard se perdit dans le vide. Depuis que Kofi travaillait pour moi, je dormais mieux la nuit, et pour la première fois depuis des années, je riais parfois. Ce que je ne savais pas encore, c'est que ce chauffeur réveillait en moi le passé que j'avais enfoui. Un soir, dans leur petit appartement de Yopougon, Adjoa sentit que Kofi était ailleurs. Il restait assis sur le lit, pensif. « Tu penses à quoi ?» demanda-t-elle doucement. « À mes rêves. Depuis quelque temps, je vois une femme dans mes songes. Elle me berce puis me laisse seule dans une ruelle sombre. C'est toujours la même scène. Peut-être que c'est un souvenir enfoui, dit Adjoa. Tu devrais chercher tes origines. Peut-être, mais je ne sais pas par où commencer, murmura-t-il. Pour l'instant, je veux juste avancer avec toi. Elle posa sa tête sur son épaule sans savoir que le destin qu'il fuyait allait bientôt les rattraper. Le week-end suivant, j'organisai une grande réception dans ma villa. Un contrat colossal venait d'être signé avec un investisseur étranger. La cour était décorée de guirlandes dorées, les tables couvertes de fleurs blanches et mes invités chics se mêlaient aux rires et aux coupes de champagne. Kofi, en tenue de service impeccable, aidait le personnel à servir les invités. Tout se passait bien jusqu'à ce qu'un homme âgé, un peu trop enjoué par l'alcool, Papa Kwasi, un vieil ami de jeunesse de la famille, l'interpelle. « Et toi ?» dit Papa Kwasi en plissant les yeux. « Tu me rappelles quelqu'un, jeune homme ?» Tu as les yeux d'Abla, on dirait son fils. Kofi eut un petit rire gêné. « Madame n'a pas d'enfant, monsieur. »« Ah oui, c'est vrai, balbutia l'homme. Pourtant, elle en avait un. Elle a abandonné le pauvre petit. C'était à Trècheville en 93. Une sale histoire. » À quelques mètres, alors que je conversais avec d'autres invités, j'entendis clairement chaque mot. Mon cœur se serra dans ma poitrine, mais mon visage resta impassible. Sans laisser paraître mon trouble, je m'avançai lentement, un sourire aux lèvres. Papa Kwasi lance ses jeux d'un ton léger. Je vois qu'on parle encore du passé. Viens donc,
Je veux te présenter à quelqu'un. Je posai doucement ma main sur son bras, le tirant à l'écart. Mon geste paraissait naturel, presque amical, mais mon regard, lui, trahissait une panique contenue. Kofi, de loin, nous observa nous éloigner. Il sentit un léger malaise sans comprendre pourquoi. Dans l'air flottait une tension étrange, un secret qu'il ne savait pas encore nommer. La réception venait à peine de se terminer. Les derniers invités quittèrent la villa. Je restai immobile, debout près du buffet, ma main tremblante autour d'un verre à moitié plein. Le silence bourdonnait dans ma tête. Elle en avait un pourtant. Elle l'a abandonné le pauvre petit à Trècheville en 93. Ces mots résonnaient sans fin. Je n'arrivais pas à respirer. Tout s'était passé trop vite. Papa Kwasi avait parlé sans réfléchir. Et Kofi, mon chauffeur, ce jeune homme au regard tranquille, celui que je commençais à estimer, m'avait fixé avec une douleur que je ne pouvais pas oublier. Dans la nuit moite d'Abidjan, je montais lentement les escaliers de ma villa. Je refermai la porte de ma chambre, ôtai mes bijoux un à un, assise devant le miroir. Mon reflet me renvoya un visage que je ne reconnaissais plus. Mes mains tremblaient, mon regard était vide. Depuis 30 ans, j'avais bâti un empire. Mais ce soir, tout semblait s'effondrer. Et si c'était vrai? Et si ce jeune homme était vraiment celui que j'avais abandonné? Une larme coula sur ma joue, silencieuse. Je revoyais la nuit où tout avait commencé. Une chambre d'hôpital à Grand-Bassam, une sage-femme bienveillante, le cri d'un nouveau-né et ma propre voix pleine de panique. Je ne peux pas le garder. S'il te plaît, trouve-lui un endroit sûr. Le lendemain matin, je fis appeler Papa Kwasi. L'homme arriva la tête baissée, honteux, conscient d'avoir provoqué une tempête. Abla. Je suis désolé, hier, j'ai trop bu. Je n'aurais jamais dû parler de ça devant tout le monde. Pourquoi tu as dit ça, Papa Kwasi? Demandai-je d'une voix cassée. Comment pouvais-tu te rappeler d'une histoire vieille de 30 ans? Il soupira longuement, les épaules lourdes. Parce que j'étais là, Abla, ce soir-là à la clinique de Grand-Bassam. C'est moi qui t'ai conduit là-bas. Tu te souviens? Tu pleurais, tu tremblais, tu n'avais que 20 ans. Je restais muette. Les images remontaient nettes, terribles. Tu as eu ce bébé et le lendemain tu as disparu. Tu m'as juré de ne jamais en reparler, mais je n'ai jamais oublié ton visage cette nuit-là. Quand j'ai vu ce garçon hier, j'ai senti quelque chose. Ce regard, cette manière de se tenir. C'est toi tout craché. Je posai une main sur ma poitrine, le souffle court. Non, non, c'est impossible. Il y a des centaines d'hommes comme lui à Abidjan. Peut-être, répondit Papa Kwasi doucement. Mais il portait cette médaille, Abla, la petite croix que tu avais autour du cou ce soir-là. Je l'ai reconnue. Je me levai d'un bond. Non, criai-je presque. Ce n'est pas possible. Cette médaille, je l'ai perdue depuis des années. Tu l'as laissée autour de son cou, Abla. Tu disais que c'était ton seul souvenir d'amour. Si ce garçon la porte encore, alors le destin te l'a renvoyée. Le soir même, je ne rentrai pas directement chez moi. J'appelai Kofi pour qu'il vienne me chercher à la sortie d'un dîner professionnel. Il hésita à répondre mais finit par accepter. Le trajet se déroula dans un silence glacial. Kofi, concentré sur la route, évitait mon regard. Assise à l'arrière, j'observais chaque geste, chaque intonation, chaque détail de son visage. Je cherchais à y lire une trace du passé, une ressemblance, un signe. « Kofi » dis-je soudain d'une voix douce. « Vous m'aviez dit que vous aviez grandi à l'orphelinat Saint-Martin, n'est-ce pas ?»« Oui, madame, répondit-il sans détour. J'y suis resté jusqu'à mes 16 ans. Après, j'ai appris la mécanique pour survivre. Vous n'avez jamais connu vos parents ?» Il secoua la tête sans quitter la route des yeux. « Non, on m'a juste dit qu'on m'avait laissé là un matin avec une couverture bleue et une médaille autour du cou. » Je sentis mon cœur s'arrêter. Mes doigts se crispèrent sur mon sac à main. Je détournai le regard vers la vitre pour cacher mon trouble. « Madame, vous allez bien ?» demanda Kofi inquiet. « Oui, oui, ce n'est rien. Je suis juste un peu fatigué, répondis-je, la voix tremblante. Cette nuit-là, je ne dormis pas. Je restai assise dans mon bureau, la lampe allumée, fixant un vieux coffret en bois posé sur l'étagère. Je l'ouvris lentement. À l'intérieur, soigneusement pliée dans un tissu jauni, se trouvait une deuxième croix en or, identique à celle que j'avais offerte à mon bébé, les 2 pièces d'un même pendentif. Mes larmes tombèrent sur le métal froid. Mon Dieu, est-ce possible? Après tout ce temps, je me levai, marchai jusqu'à la fenêtre et murmurai dans le noir. Si c'est lui, alors je ne peux plus me taire. Pendant que je doutais, Kwam, lui, préparait sa vengeance. Il n'avait pas dormi, le détective Ousmane venait de lui remettre une copie du dossier de naissance de Kofi. Tout concordait, la date, le lieu, la médaille. Kwam resta longtemps assis sur son lit, le regard vide. Ma tante, qu'il considérait comme une mère,
allait reconnaître ce chauffeur et tout ce qu'il croyait lui revenir allait disparaître. L'argent, la maison, l'entreprise, son visage se durcit. Non, je ne laisserai pas ça arriver. Pendant ce temps, à Yopougon, Kofi confia ses doutes à Adjoa. Assis sur le balcon, il fixait la médaille autour de son cou. La lune faisait briller la petite croix dorée. « Tu vois ça ?» dit-il doucement. Je n'ai jamais su d'où elle venait. Mais cette femme à la réception, elle a dit exactement les mêmes mots que ceux gravés derrière. « Pardonne-moi, mon fils. »« Afroa se fijea. » Tu veux dire qu'il y a une inscription? Il hocha la tête. « Oui, je n'y avais jamais prêté attention. C'est comme si tout ce temps, la réponse était là. » Adjoa posa sa main sur la sienne. « Alors cherche la vérité, Kofi. Tu ne peux pas vivre avec ce doute. Même si ça fait mal, il faut savoir. » Il hocha lentement la tête, le regard perdu. « Oui, mais parfois j'ai peur de ce que je pourrais découvrir. » Ce même soir, à la villa, je m'agenouillai au pied de mon lit. Je n'avais pas prié depuis des années, mais cette fois je le fis avec tout mon cœur. « Seigneur, si c'est vraiment lui, donne-moi la force d'affronter ce que j'ai fui pendant 30 ans et pardonne-moi d'avoir choisi la peur au lieu de l'amour. » Une larme glissa sur ma main. Au loin, la pluie commença à tomber doucement sur les toits d'Abidjan. Et quelque part dans cette ville, un fils et une mère pleuraient sans savoir qu'ils pensaient à la même chose. Les jours qui suivirent furent étranges, silencieux, presque suspendus dans le temps. À la villa Conan, je n'étais plus la même. Amara, mon assistante, le remarqua la première. Je parlais moins, mangeais à peine et passais de longues heures dans mon bureau, les rideaux tirés. Mon regard semblait perdu entre le passé et le présent. Un soir, Amara entra discrètement pour déposer des dossiers. J'étais assise au bureau, la tête appuyée sur ma main, fixant un dossier médical. Quand je levai les yeux, mon visage trahissait une fatigue immense. « Madame, tout va bien ?»« Oui, Amara, c'est juste le poids des années. » Je refermai le dossier, mais Amara eut le temps d'apercevoir quelques mots sur la couverture, « Orphelinat Saint-Martin, Trècheville, 1993. » Amara comprit qu'il valait mieux ne rien dire. De son côté, Kofi continuait de travailler, mais son esprit n'était plus vraiment là. Chaque fois qu'il me conduisait, il se posait 1000 questions. Pourquoi réagissais-je avec tant de nervosité quand il parlait de son passé? Pourquoi avais-je paru bouleversé lorsqu'il avait évoqué la médaille? Et surtout, pourquoi se sentait-il lié à moi d'une manière qu'il ne s'expliquait pas? Un matin, il osa me poser une question alors qu'il roulait vers un hôtel du plateau. « Madame, puis-je vous poser une question personnelle? »« Oui, Kofi? Vous avez déjà eu des enfants? » Je sentis mon cœur se serrer. Je détournai le regard vers la vitre, observant le reflet de la lagune. « Non, » dis-je d'une voix presque inaudible, « j'ai perdu quelqu'un que j'aimais autrefois. » Un silence long s'installa. Kofi hocha la tête, respectueux, mais dans le rétroviseur, je vis ses yeux s'embuer. Il ne posa plus de questions. Ce même jour à Cocody, Kwame rencontrait de nouveau Ousmane, le détective. Ils étaient assis dans une voiture garée près du parc Mermoz, loin des regards. Ousmane posa une enveloppe sur le siège. Tout est là. Copie du registre de l'orphelinat, photo du pendentif et même l'âge exact de Kofi. Tout concorde. Kwame serra las dents. Donc c'est vrai, c'est bien lui. Ousmane le regarda sérieusement. Et maintenant, tu fais quoi avec ça? Je protège ce qui m'appartient, répondit Kwame froidement. Ce qui t'appartient, fit Ousmane en haussant un sourcil. Tu parles d'une entreprise ou d'une femme? Les deux, répondit-il sèchement avant de sortir de la voiture. Son plan venait de se former dans son esprit. S'il ne pouvait pas empêcher la vérité de sortir, il allait au moins la salir. Le lendemain matin, il entra dans mon bureau, un faux air inquiet sur le visage. « Tante, je ne veux pas te blesser, mais j'ai des doutes sur ton chauffeur. J'ai appris qu'il avait eu des problèmes avec la police il y a quelques années. » Je levai la tête surprise. « Des problèmes? Quels problèmes? » Une histoire de vol à Yamoussoukro. Un dossier aurait été classé faute de preuves, laissa-t-il planer le doute. Je préfère te prévenir avant qu'il ne te trahisse. Je fronçai les sourcils. Je n'avais jamais eu de raison de douter de Kofi, mais depuis quelque temps, mon esprit n'était plus aussi clair et cette histoire, même invérifiable, planta une graine de méfiance. Kwame, voyant le trouble dans mes yeux, sut qu'il venait de marquer un point. Ce soir-là, je rentrai plus tôt que d'habitude. Kofi, surpris, me vit descendre de la voiture sans un mot. Je ne lui adressai même pas mon habituel merci. Il resta figé, le regard perdu. Puis il vit la médaille briller à son cou dans le rétroviseur. Il la prit dans sa main, la serra fort et murmura « Si elle est vraiment ma mère, pourquoi j'ai l'impression qu'elle me fuit ?» Pendant ce temps, dans la villa, j'ouvrais lentement le tiroir de mon bureau. J'en sortis une enveloppe scellée.
C'était le rapport confidentiel du détective Kousman avait remis à Kwame et que ma gouvernante, par hasard, avait trouvé tombé dans le jardin. En lisant ces pages, tout devint clair. La date de naissance, la médaille, la note, l'orphelinat, tout. J. Milovi Chancellor. Le souffle court, mes mains tremblaient. Pardonne-moi, mon fils. Ces mots, écrits sur le vieux papier, me transpercèrent. Je me mis à pleurer silencieusement, les épaules secouées. Puis je levai les yeux vers le ciel. Seigneur, si c'est lui, que dois-je faire? Le lendemain, je pris une décision. Je fis appeler un ami médecin discret, Dr Nguessan, qui s'était occupé de mes affaires par le passé. Dr Nguessan, j'ai besoin d'un test ADN. En toute confidentialité, il me faut une certitude. Entre qui et qui? J'hésitai un instant avant de répondre. Entre moi et mon chauffeur. Le médecin me regarda avec stupeur, mais il ne posa pas de questions. Je m'en occupe, madame. Je lui donnai un échantillon de mes cheveux. Pour ce faire, je fis préparer une fausse visite médicale pour les employés de maison. Kofi ne se douta de rien. Le soir, J. Priez. Le matin, j'attendais un appel, et cet appel finit par arriver. Le docteur, d'une voix grave, me dit simplement « Les résultats sont prêts, madame ». Mon cœur s'arrêta presque. Je demandai qu'on les lui apporte le soir même. La nuit était tombée quand j'ouvris l'enveloppe. Les mots semblaient danser devant mes yeux. Je dus la relire plusieurs fois avant de comprendre. Résultat, compatibilité génétique à 99,8%. Je restai immobile, les larmes coulant lentement. 30 années de regrets, de culpabilité, de silence venaient de se briser d'un seul coup. Je pris la médaille dans ma main, la serrai contre mon cœur et murmurai « Mon Dieu, c'est vraiment lui ». Mais alors que je m'effondrais dans mon fauteuil, quelqu'un me regardait depuis la porte entr'ouverte. C'était Kwame, et dans ses yeux, il n'y avait plus d'amour, seulement une colère froide et la promesse d'une guerre silencieuse. La nuit où je découvris la vérité, Abidjan semblait étrangement calme. Mais à la ville à Conan, la tempête, elle, venait à peine de commencer. J'étais resté dans mon bureau, les mains serrées sur le rapport. Mon cœur battait fort, trop fort. 30 ans de silence venaient de s'effondrer en une seule phrase. Compatibilité génétique à 99,8%. C'était donc vrai. Ce jeune homme que je voyais chaque jour, cet employé que j'avais traité avec froideur et distance, était le fils que j'avais abandonné. Je posai ma tête sur la table, pleurant sans retenue, laissant la culpabilité m'envahir. Mais derrière la porte, Kwame observait la scène. Il referma doucement les mâchoires serrées. Il savait maintenant que la vérité allait tout changer et il ne laisserait pas cela arriver. Le lendemain matin, je tentai de me comporter comme si de rien n'était. Je m'habillai, pris mon petit déjeuner, donnai des instructions à Amara, mais mon visage trahissait la fatigue et mes gestes manquaient de précision. Quand Kofi arriva avec la voiture, je le regardai longuement avant de monter. Il le sentit aussitôt. « Tout va bien, madame, vous semblez différente. » Je détournai les yeux, souriant faiblement. « Je suis juste un peu fatigué, Kofi, rien de plus. » Mais dans le rétroviseur, nos regards se croisèrent un court instant où la vérité semblait déjà se reconnaître, même sans mots. Pendant ce temps, Kwame passa à l'action. Il savait que s'il attendait, sa tante finirait par tout avouer. Et alors lui, l'héritier autoproclamé, n'aurait plus rien. Alors, il prépara son plan, un mélange de mensonges, de manipulations et de peur. Ce jour-là, il se rendit discrètement au bureau principal de la société Conan Immobilier. Il appela la responsable des ressources humaines, Madame Touré. « Madame Touré, dit-il d'un ton autoritaire, je vous transmets une note confidentielle. À partir d'aujourd'hui, le chauffeur personnel de ma tante, Monsieur Kofi Mensah, est suspendu. Une enquête interne sera ouverte pour suspicion de vol et falsification de documents. » De vol, s'écria la femme, choquée. Oui, c'est grave. Ma tante préfère la discrétion. Faites-le partir avant ce soir. La rumeur se propagea vite. En quelques heures, dans les couloirs, on ne parlait que de ça. Le chauffeur d'élite de Madame Conan accusé de vol. Quand Kofi revint à la villa ce soir-là, il remarqua tout de suite les regards étranges du personnel. Personne ne parlait, mais tout le monde savait. Il se passe quelque chose. Quoi? Kwame a fait circuler des documents. Il dit que vous avez été accusé de vol il y a des années. Madame n'a encore rien dit, mais je crois qu'il prépare quelque chose. Kofi resta figé, las lèvres serrées. Il veut me faire du mal, murmura-t-il. Mais pourquoi? Parce qu'il vous craint, répondit Amara simplement. Et parce que madame commence à vous regarder autrement. Ce soir-là, j'entrai dans mon salon et trouvai Kwame assis, l'air faussement calme. Tante, il faut qu'on parle. À propos de quoi? De ton chauffeur. Je sais tout.
Je sais qu'il a un passé trouble et je sais aussi que tu penses qu'il est ton fils. Je blêmis, posant ma main sur le dossier du fauteuil. Comment le sais-tu? Je ne suis pas aveugle ni sourd. Tu as fait un test ADN, n'est-ce pas? Je baissai la tête, incapable de nier. Oui. Et alors, insista-t-il. Que as-tu découvert? La vérité, répondis-je d'une voix faible. Quam fronça les sourcils. Et cette vérité, tu comptes faire quoi avec? Tout lui donner. Je levai la tête, mon regard redevenant celui de la femme forte qu'il craignait autrefois. Je compte réparer ce que j'ai détruit, Quam, pas pour effacer le passé, mais pour avoir enfin la paix. Et moi dans tout ça, cria-t-il, perdant son calme. Moi qui t'ai aidé toutes ces années, moi que tu as élevé, tu vas tout donner à un inconnu juste parce qu'il porte une médaille. Ce n'est pas un inconnu, répondis-je d'une voix ferme. C'est mon sang. Quam frappa du poing sur la table. Alors prépare-toi à tout perdre parce que je ne le laisserai pas te voler ce que j'ai construit à tes côtés. Il quitta la pièce en claquant la porte, me laissant bouleversé. Mais malgré la peur, je savais ce que je devais faire. J'allais dire la vérité à Kofi. Le lendemain matin, je le fis venir dans le salon. Kofi entra, inquiet. Je me levai lentement, les yeux rougis, tenant une enveloppe dans ma main. Je lui fis signe de s'asseoir. Kofi, il y a des choses que tu dois savoir. Je vous écoute, madame. Je posai l'enveloppe sur la table, la voix tremblante. Cette enveloppe contient un test ADN. Je ne te l'ai pas dit plus tôt parce que je ne voulais pas y croire, mais la vérité, c'est que toi et moi. La porte s'ouvrit brutalement. Quam entra, suivi de 2 policiers. Voici l'homme, messieurs, c'est lui l'auteur du vol dans l'entreprise. Quoi? S'exclama Kofi, abasourdi. C'est faux, criai-je. Quam, arrête ça tout de suite. Non, tante. Cet homme te manipule. Il a trouvé le moyen de te tromper. Il n'est pas ton fils. Il est un escroc. Les policiers s'approchèrent, hésitants. Kofi, encore sous le choc, recula d'un pas. Je ne comprends rien à ce qui se passe. Ne dis rien, soufflai-je. Ne dis rien, je vais arranger ça. Mais dans le regard de Kofi, tout se brisait. Il y vit la peur, le doute, la confusion, et ce fut pire qu'une gifle. Il leva lentement la main vers sa médaille, la détacha et la posa sur la table. Je crois qu'il vaut mieux que je parte, madame. Vous saurez où me trouver quand vous connaîtrez la vérité. Puis il sortit sans un mot de plus. Effondré, je tombai à genoux. Amara accourut pour me soutenir, mais je repoussai doucement sa main. Laisse-moi, Amara, je viens de perdre mon fils une 2e fois. Quam observait la scène, un sourire froid au coin des lèvres. Mais il ignorait une chose, le destin n'aime pas les mensonges. Et bientôt la vérité qu'il avait voulu étouffer allait le détruire lui-même. Les jours qui suivirent furent les plus longs de ma vie. La villa, d'ordinaire pleine d'agitation, semblait soudain vide comme privée d'âme. Kofi n'y travaillait plus. Depuis le jour où il était parti, personne n'avait eu de ses nouvelles. Je restais des heures dans mon salon, les yeux perdus sur le pendentif doré qu'il avait laissé sur la table. Chaque nuit, je m'endormais sur ce bijou comme sur un souvenir trop lourd. Et chaque matin, je me réveillais avec la même douleur, celle d'une mère qui avait tout, sauf le droit de serrer son fils dans ses bras. Amara essayait de me distraire sans succès. Les employés parlaient à voix basse, redoutant mes colères silencieuses. Même Quam, depuis le scandale, évitait la maison. Mais un soir, la gouvernante apporta une enveloppe posée à la grille par un inconnu. Sur le dessus, une simple inscription. Pour Madame Abla. J'ouvris lentement la lettre. C'était un mot de Kofi. Madame, je ne vous en veux pas, même si mon cœur n'a pas encore compris ce qui s'est passé. Toute ma vie, j'ai cherché une mère, et je crois que le destin, d'une façon étrange, m'a permis de la rencontrer. Mais j'ai besoin de temps pour guérir. J'ai besoin de silence pour pardonner. Je ne sais pas encore si je saurai vous appeler maman un jour, mais je prie pour y arriver. Kofi. Mes mains tremblaient, les mots flous à travers mes larmes. Ce n'était pas de la haine que je lisais, mais une douleur contenue. Et cette douleur était bien plus difficile à supporter qu'un rejet. Pendant ce temps, à Yopougon, Kofi vivait simplement. Il avait retrouvé un emploi comme chauffeur de bus pour une petite entreprise locale. Ses journées étaient longues, mais ses pensées restaient fixées sur mon visage. Il se souvenait de mes yeux fatigués, de ma voix tremblante, de ce qu'il avait ressenti quand je lui avais dit que je ne voulais pas te perdre. Adjoa, qui observait son silence depuis des jours, finit par lui dire « Tu sais, Kofi, on ne guérit pas en fuyant. Parfois, il faut retourner là où tout a commencé pour comprendre. » Il la regarda longuement. « Tu crois que je devrais y retourner ?»« Pas pour elle, répondit-elle doucement. Pour toi, pour ta paix. » Il hocha la tête et ce soir-là, il prit une décision. Quelques jours plus tard, une forte pluie tomba sur Abidjan.
J'étais dans mon salon lorsqu'une employée entra précipitamment. « Madame, un homme demande à vous voir dehors. Il est sous la pluie et il dit que c'est important. » Intrigué, je me levai et allai jusqu'au portail. Là, sous la pluie, un jeune homme se tenait trempé, immobile. Quand il leva la tête, je sentis mon cœur se serrer. « Kofi. »« Mon fils, » murmurai-je, la voix tremblante. Il resta un instant silencieux, le regard fixé sur moi. Puis il s'avança. « Je suis revenu, madame, pas pour parler du passé, mais pour comprendre pourquoi vous m'avez abandonné. » Je sentis mes jambes fléchir. Voyant qu'il grelottait, je m'effaçai lentement et dis d'une voix douce, « Entre, Kofi. Viens à l'intérieur. » Il hésita un instant puis franchit le portail. Quelques minutes plus tard, nous étions dans le salon. La pluie continuait de tomber dehors, mais le silence régnait entre nous. Je pris appui sur le dossier du canapé, les larmes montant. Parce que j'étais jeune, parce que j'ai eu peur, parce qu'à cette époque, une femme sans mari et avec un enfant, c'était une honte. J'ai cru bien faire. J'ai cru que quelqu'un t'aimerait mieux que moi. Je me mis à pleurer. Mais je n'ai jamais cessé de penser à toi, Kofi. Pas un jour. Un silence lourd suivit. Kofi s'approcha, posa la main sur la table, prit la médaille qu'il avait laissée. Alors pourquoi m'avoir laissé partir encore une fois? Parce que j'ai cru que tu me haïssais et j'avais peur de te faire plus de mal. Il me regarda longuement puis soupira. La vérité, c'est que je t'en ai voulu, mais aujourd'hui je comprends. J'ai grandi sans mère, mais je ne veux pas mourir sans en avoir une. Il fit un pas vers moi. Je portai les mains à ma bouche, submergée. Puis je m'effondrai contre lui. Je le serrai fort comme pour rattraper 30 ans perdus. Nous restâmes là en pleurs, sans un mot. La pluie battait toujours sur les vitres. Mais dans la maison, un silence nouveau s'était installé, celui du pardon. Quelques semaines plus tard, la presse parla d'un grand changement à la tête de Conan Immobilier. J'annonçais officiellement mon retrait, laissant la direction générale à Kofi Conan, mon fils, reconnu publiquement. La conférence de presse se tenait dans le grand hall de l'hôtel du Plateau. Les caméras clignotaient, les journalistes murmuraient. Kofi, vêtu d'un costume sombre, s'avança vers le pupitre, le regard serein. « Je ne suis pas ici pour prendre une place, dit-il d'une voix posée. Je suis ici pour en reconstruire une, avec elle. » La salle éclata en applaudissements. Assise à ses côtés, je ne pus retenir mes larmes. Je n'entendais plus les caméras ni les flashs. Seulement la voix de mon fils, celui que j'avais perdu et que la vie me rendait enfin. Au premier rang, Adjoa souriait doucement. Son regard croisa le mien, et pendant un court instant, tout fut clair. Deux femmes différentes, mais unies par le même amour pour le même homme. À la fin de la conférence, je m'approchai d'elle. « Adjoa, murmurai-je. Merci de l'avoir aimé quand il n'était encore personne. » Adjoa, émue, serra doucement ma main. « Vous n'avez rien perdu, madame. Vous avez juste retrouvé ce que le ciel avait gardé pour vous. » Kwame, lui, assistait à la scène depuis le fond de la salle, silencieux. Son regard était dur, mais au fond, quelque chose en lui semblait se briser. Ce jour-là, il comprit que la vérité finit toujours par triompher, même quand on la déteste. Quelques mois plus tard, sous un ciel doré, un mariage se célébrait dans le grand jardin de la villa de la Riviera. Les fleurs blanches ornaient les allées, la fontaine brillait au soleil et la musique d'un orchestre résonnait doucement. Kofi, élégant dans son costume ivoire, tenait la main d'Adjoa, radieuse dans sa robe simple et lumineuse. Devant les invités, ils échangèrent leurs vœux, les yeux brillants d'amour et de gratitude. Au premier rang, je pleurais silencieusement, un sourire sincère sur les lèvres. Ce jour-là, je compris que la vie m'avait tout rendu. Un fils, une famille, une seconde chance. Après la cérémonie, je m'approchai des mariés, posai une main sur leurs épaules et dis « Votre union me rappelle que tout ce que la peur détruit, l'amour peut le reconstruire. » Kofi m'embrassa sur la joue. « Merci maman, pour tout. » Le soir, sous les guirlandes allumées, nous dansâmes tous ensemble. La mère, le fils et celle qui serait désormais ma belle-fille. Et dans l'air, il n'y avait plus ni douleur ni regret, seulement la paix, la vraie. Rappelez-vous, parfois la vie nous sépare pour mieux nous apprendre à aimer. Il n'y a pas de faute qu'un vrai pardon ne puisse guérir. Les années peuvent effacer les visages, mais jamais les liens du cœur. Parce que même quand tout semble brisé, l'amour, le vrai, finit toujours par retrouver son chemin. Après la cérémonie, je m'approchai des mariés, posai une main sur leurs épaules et dis « Votre union me rappelle que tout ce que la peur détruit, l'amour peut le reconstruire. » Kofi m'embrassa sur la joue. « Merci maman, pour tout. » Le soir, sous les guirlandes allumées, nous dansâmes tous ensemble. La mère, le fils et celle qui serait désormais ma belle-fille. Et dans l'air, il n'y avait plus ni douleur ni regret, seulement la paix, la vraie. Rappelez-vous,
Parfois la vie nous sépare pour mieux nous apprendre à aimer. Il n'y a pas de faute qu'un vrai pardon ne puisse guérir. Les années peuvent effacer les visages, mais jamais les liens du cœur. Parce que même quand tout semble brisé, l'amour, le vrai, finit toujours par retrouver son chemin.